6h-9h, Paléo Futur. Antoine Droux, Laurent Haug. Paléo Futur, pendant les fêtes, sur la première. Avec vous, Laurent Haug, bonjour. Bonjour. Laurent Haug, vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur en technologie numérique. Paléo Futur, c'est une séquence qui décode le présent en se plongeant dans le passé. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une révolution technologique en matière de mobilité. C'est assez facile à trouver. Une révolution avec ces entrepreneurs visionnaires partis sur les bases posées par l'ancien monde, construisant des plateformes complètes, des sortes de démocratie industrielle. Un régulateur qui ne voulait pas trop de cette nouvelle invention, qui laissa faire puis s'y intéressa avec beaucoup de retard. Une technologie qui a connu un cycle de vie qui vous rappellera des choses, d'un produit très compliqué devenu un objet de tous les jours, des early adopters qui ensuite un produit qui devient un produit de masse. Early adopters, c'est ceux qui adoptent les premiers. C'est les super branchés qui ont toujours le nouveau téléphone avant tout le monde. Voilà, c'est les super branchés avant que tout le monde en ait un. Un progrès qui finalement va devenir une sorte de nuisance. Je veux vous parler aujourd'hui de l'automobile. Fonçant à travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici les fous du volant dans leur éternelle poursuite. C'est vrai qu'on a peu l'occasion de se plonger sur l'histoire de l'automobile comme ça au quotidien. Quelques mots sur l'émergence de cette industrie. Alors en Europe, en 1891, il y a une société qui s'appelle Panhard et Levassor qui sort les premiers véhicules de série. En 1891, c'est un certain Armand Peugeot qui réoriente son entreprise qui fabriquait autre chose vers l'automobile. En 1898, un certain Louis Renault et ses frères lancent leur première voiturette à Billancourt, et puis en 1897, il y a le premier brevet de la transmission articulée. Voilà, la France est à la pointe de l'automobile. En 1903, le pays produit 30 000 voitures, c'est 48% de la production mondiale. Il n'y en a que 11 000 véhicules qui sont produits aux États-Unis. Pour donner une idée de l'émergence, on va encore prendre la France comme exemple, mais c'est 30 constructeurs en 1900, 57 en 1910 et 155 constructeurs automobiles en 1914. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à prendre le virage, qui fabriquaient avant des vélos, qui maintenant se tournent vers l'automobile, comme Bianchi à Milan et Peugeot en France. Oui, et puis à la Suisse aussi, avec Pic-Pic, pour ceux qui s'en souviennent. Pic-Pic, c'était Picard et Pictet. C'était Picard-Pictet. Alors on peut encore voir quelques Pic-Pic en Suisse, notamment dans l'entrée de la banque Pictet à Genève. Donc en 1906, il y a la première gamme de voitures qui sort, et en 1909, il y a 220 voitures qui sortent des usines Pic-Pic au prix de 20 000 francs de l'époque, ce qui en faisait des véhicules de luxe. Alors il y a quelques clients locaux qui se sont intéressés à ce produit, la Croix-Rouge suisse qui a acheté une Pic-Pic pour en faire sa première ambulance, et l'inévitable Armée suisse qui a fait des Pic-Pic des véhicules d'état-major, mais c'était surtout une machine très performante utilisée pour la course. C'est des voitures qui se sont fait remarquer en 1910 au salon de l'automobile de Londres et de Paris, et qui même en 1914 atteint 170 km/h à ce qui était à l'époque la plus grande course automobile, c'est-à-dire l'ACF Automobile Club de France à Lyon. Finalement, pendant la guerre, l'usine est convertie en fabrique d'obus. C'est une entreprise qui a 7500 employés au sortir de la Première Guerre mondiale en 1918, et puis l'ouverture des marchés, le changement des technologies a finalement mené au déclin. Je suis par hasard tombé sur une phrase qui vous amusera peut-être de Liane de Pougy dans ses cahiers bleus, dont le passage est daté de 1919. C'est un atout pour un jeune homme que de posséder une bonne voiture. Rolls-Royce, Pic-Pic, entre parenthèses, Picard-Pictet. Surtout, on doit se l'arracher. Il fera un mariage superbe. Heureux jeune homme, distributeur de joie au kilomètre. Comme disait Sacha, c'est-à-dire Sacha Guitry, ne fréquentez que des gens possédant une auto.
Laurent Hougue, j'aimerais que vous nous parliez de Jules Philippe Félix Albert de Dion Vendôme de Malfiance, dit Jules Albert de Dion. Monsieur de Dion, né en 1856, mort en 1946, un des pionniers, le premier grand pionnier de l'automobile, qui fonde la fameuse firme de Dion Bouton en 1883. Alors d'abord, c'est un sportif, c'est quelqu'un qui remporte des prix, des compétitions comme Paris-Rouen, Paris-Bordeaux-Paris, Paris-Marseille-Paris, et il a très très vite compris que pour que l'automobile se déploie sur le marché, il y avait besoin de créer un écosystème et d'imposer même jusqu'au nom automobile. Donc il crée énormément de choses autour des véhicules. Il crée par exemple en 1898 la première chambre syndicale de l'automobile, qui est un syndicat des professionnels du métier, qui est un peu fait en réponse à la régulation, qui s'intéresse de plus en plus à cet objet. Il est fondateur du Salon de l'automobile de Paris en 1898, celui de Genève sera fondé en 1905, et il crée aussi l'Automobile Club de France en se basant notamment sur le modèle des Jockey Club. Donc c'est une sorte de cercle mondain et en même temps une société d'encouragement au développement de l'industrie automobile. Ce sera cet Automobile Club qui installera les panneaux indicateurs d'obstacles agréés entre 1902 et 1904. Et alors vraiment un grand visionnaire, monsieur de Dion, il a aussi sorti un média qui s'appelle l'Auto en 1900. C'est très intéressant parce que ce de Dion, il a vraiment créé, vous le disiez, un écosystème, un réseau tout autour de cette invention qu'était l'automobile. Il pense déjà en réseau, ce qui est très à la mode aujourd'hui. Donc il essaye de fédérer les constructeurs, les représentants des industries, des fournisseurs, les consommateurs expérimentaux, ces early adopters d'aujourd'hui, les coureurs mécaniciens, donc un peu les sportifs d'élite, les ingénieurs, les journalistes. Et en fait, il a un objectif qui est de promouvoir ce qui est à l'époque un nouveau produit, de développer une industrie dynamique et d'en faire un objet de consommation pratique, utile, bon marché, et de casser cette image d'objet de luxe qui colle un peu à la peau de l'automobile. Il va même connaître des échecs, c'est très à la mode. On dit aussi, que les entrepreneurs, il faut accepter l'échec. C'est très moderne, ça. C'est très moderne, et de Dion a eu ses échecs. Alors il a voulu créer la société des taxis auto de Dion Bouton en 1908, qu'il a liquidé assez rapidement. Le 9 avril 1910, on retrouve aussi le « il faut se planter rapidement », qui est très en mode à la Silicon Valley. Il a créé la Société française des machines à outils en 1907, qui a été absorbée en 1913 par les usines Bouet. Et puis, il y a aussi eu des conflits épiques entre associés chez de Dion. Alors, il y avait Albert de Dion, qui était très pro-moteur à pétrole, et un certain Charles Trépardou, dont la religion, c'était la vapeur. C'était un vaporiste. Et du coup, il y a eu un conflit entre les partisans du moteur à pétrole et les partisans du moteur à vapeur, et ils ont décidé de se séparer. C'est comme ça que est née la société de Dion Bouton. Un mot aussi sur André Citroën, parce que vraiment c'est aussi un personnage crucial pour toute l'industrie automobile mondiale. C'est la deuxième phase, c'est lui qui va vraiment vulgariser, qui va créer l'effet de masse. Alors intéressant, il est fils de bijoutier, donc un petit peu artiste, et polytechnicien comme un certain. Ouais, ça me fait penser à Steve Jobs. Ça fait penser à Steve Jobs, qui était connu pour avoir fait des études de calligraphie tout en ayant un fond d'ingénieur. Et donc lui, c'est la vague d'entrepreneurs qui va vraiment vulgariser, qui va populariser l'automobile. Alors il crée des services autour du produit, des garages qu'il va même faire créer par des architectes. Ça rappelle. C'est l'écran, c'est grand. Ouais. Voilà, c'est de mettre le produit dans un écran, c'est de créer ce qu'on appellerait. Écran, pas écran. Lapsus intéressant, de mettre le produit dans un écrin plutôt que dans un écran, et de créer ce qu'on appellerait aujourd'hui une expérience de marque. En fait, il veut créer un rapport métaphorique entre le client et le produit automobile, ce qui rappelle certaines entreprises de la Silicon Valley comme Apple. Apple. Ouais, c'est un peu une religion. J'allais dire que, en fait, on peut affirmer qu'André Citroën, c'est l'artisan de l'adoption en masse de la voiture. Il décide vraiment, en 1917, de fabriquer une voiture pour tous. Il vise les marchés de consommation courante. Et alors, c'est le premier à comprendre que pour pouvoir fabriquer en masse, il faut contrôler les coûts, il faut contrôler la distribution, il faut être capable de diffuser son produit. Et du coup, il va vraiment chercher à créer des succursales, à créer des stations de montage. On va envoyer des Citroën en pièces détachées à d'autres endroits où elles vont être assemblées. Il va lancer un réseau de concessionnaires, le tout enrobé dans un esprit maison très savamment inculqué, une sorte de culture d'entreprise. N'hésitez pas à appeler Simone, une dépanneuse viendra vers vous. Boum, boum, quand votre moteur fait boum.
Alors, il y a évidemment, Laurent Haug, l'innovation industrielle à l'époque, mais André Citroën, il a un talent pour innover dans plein d'autres domaines différents. Il innove dans son écosystème, dans son réseau. Il déploie la capacité d'aller réparer les voitures là où sont les pannes, d'avoir des concessionnaires partout sur le territoire. Ça rappelle un petit peu Tesla qui a cet enjeu de déployer des superchargers pour que les clients puissent traverser les États-Unis avec une nouvelle technologie qui est la voiture électrique. Alors comment il fait pour engager ses agents ? Eh bien, ce sont des gens indépendants qui font un contrat avec la marque, un contrat d'exclusivité, qui s'engagent à faire certaines commandes, mais qui sont indépendants. Ça rappelle furieusement le statut des chauffeurs Uber d'aujourd'hui. Et en fait, c'est un système qui va propulser l'entreprise au premier rang national français en 1921, plus de 100 voitures qui sortent par jour, et même au deuxième rang mondial en 1932. Donc ça marche. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'innovation financière. Finalement, ces agents prépayent leurs entreprises et donc financent la production de Citroën. Et ils donnent de l'argent, ils donnent des acomptes, mais ensuite ils reçoivent des escomptes quand les voitures sont livrées. Et ça rappelle aussi une stratégie qu'Elon Musk utilise quand il a sorti sa fameuse Model 3 en 2016. Et où Tesla, il y a Elon Musk, la Tesla, exactement, et 325 000 réservations de clients qui ont payé $1,000 pour avoir le droit d'obtenir une voiture. Et donc finalement, c'est une sorte de prêt, c'est une sorte de crédit que font les clients à l'entreprise. Et après ces innovations financières, il y a aussi l'innovation publicitaire. Alors Citroën subventionnait 40% des frais de publicité des agents. Il y avait des règles, il fallait mettre le nom d'André Citroën dans des caractères au moins 2 fois plus grands que le nom de l'agent qui faisait son annonce. Et on retrouve cette mise en avant d'un fondateur charismatique qu'on va trouver par exemple dans un monde comme l'optique. Et puis il y a même l'utilisation d'exploits, d'événements, de sportifs. Alors en 1922, l'expédition d'Otto Chenille, Citroën Kégresse, qui réalise la première traversée du Sahara en automobile, ou en 1924, l'expédition Citroën Centrafrique, qui rappelle furieusement la stratégie d'une entreprise de boissons qui s'appelle Red Bull. C'est assez dingue quand on parle de Citroën, on pense évidemment au symbole de cette marque, le chevron. Est-ce que là, André Citroën, il a aussi imposé cette image, ce branding, comme on pourrait dire aujourd'hui? Il est complètement obsédé par ça. On retrouve le chevron absolument partout. Là aussi, il est complètement précurseur. Le chevron, vous allez le retrouver sur le bâtiment, sur les vitres, sur les poignées de porte des concessions, sur les tenues du personnel. Il va être sur chacune des pièces détachées et bien sûr sur l'automobile elle-même. En fait, on voit que c'est une expansion un peu sous mode de franchise et on donne des règles très très fortes, tout comme ça rappelle la façon dont on travaille des marques comme McDonald's par exemple. Et puis on retrouve un peu ce côté gourou, personnalisation qu'on a vu aussi dans certaines entreprises du 21e siècle. Vous avez une voiture pour moi? Oui, Elle est là? je suis venu avec. Qu'est-ce que c'est? Une Simca rouge décapotable. Vous écoutez La Première, c'est Paléo Futur avec Laurent Haug, entrepreneur, investisseur en technologie numérique. On décode le présent en se plongeant dans le passé. On parle ce matin de l'industrie automobile. Ce qui a changé énormément lors de l'apparition, lors de la popularisation de l'automobile, ce sont les lois. C'est difficile à imaginer ça aujourd'hui, Laurent Haug. À l'époque, il y a des automobiles qui roulent sur les chemins, sur les routes empruntées habituellement par les diligences, les chevaux et les piétons. Il n'y a aucune loi, il n'y a rien qui encadre cette nouvelle industrie. Il n'y a rien du tout et il faut réglementer ces flux. Alors Napoléon en 1804, Napoléon Ier, rend obligatoire la situation à droite. Alors les Romains circulaient à gauche. Napoléon, non, mais rassurez-moi. il y a quand même des calèches. Et le certificat donnant le droit de posséder un véhicule à moteur, ce qu'on appellerait aujourd'hui la carte grise, est créé en 1896. Et alors on passe à l'époque, en tout cas en France, un examen avec un ingénieur du service des mines. C'est des ingénieurs très très formés. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de plaques minéralogiques. C'est de là que vient le mot. Et c'est que en 1899 que vient le premier décret visant précisément la circulation automobile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça a mis 8 ans pour le régulateur entre le début d'une technologie et le moment où on fait les premières lois. Et alors le code de la route, qui est édité au départ en 1904, est en fait une initiative d'un club de fans d'automobile. Et on voit que ça n'est pas une loi. C'est des gens qui eux-mêmes
eux-mêmes décident de créer leurs propres règles. Et on voit ici quelque chose qui a été très contemporain pour nous, c'est que les pionniers de certaines technologies, finalement, en viennent à définir eux-mêmes les règles du jeu. Oui, c'est comme Google et Facebook qui, aujourd'hui, profitant des vides légaux, législatifs, créent eux-mêmes les règles du jeu dans leur coin. En tout cas, pendant très longtemps, ils ont pu eux-mêmes, puisque les gouvernements ne comprenaient pas les enjeux qui étaient sur la table. Finalement, le vrai code de la route, tel qu'il est connu aujourd'hui, sera promulgué le 27 mai 1921. Alors on voit que la loi a même mis du temps à s'adapter. À l'époque, jusqu'en 1924, c'était aux piétons qui avaient été accidentés par une voiture de faire la preuve que le chauffeur avait fauté. Bien sûr, ça s'est inversé et il y avait même eu une tentative de créer une loi incombant, mettant la responsabilité des accidents sur les chauffeurs en 1906, mais elle avait été refusée. À l'époque, on a dit que c'était à cause des lobbies, puisque l'automobile était un objet très cher, qui était possédé par des gens qui avaient beaucoup d'influence et qui avaient bloqué cette loi. Donc pareil, on peut faire un parallèle aujourd'hui avec la difficulté parfois de réguler certaines choses à cause des lobbies. Pour les habitués de Paléo Futur, ils auront compris que souvent on parle, c'est un peu votre marotte d'ailleurs, de la disparition d'anciens métiers, de l'apparition de nouveaux métiers. C'est aussi le cas, évidemment, pour l'automobile. Ça a créé plein de nouveaux métiers, garagistes, pompistes, auto-écoles, les agents de Carrefour avant l'invention des feux rouges, les vendeurs de voitures, les designers d'automobiles. Ça a créé toute une nouvelle infrastructure, les stations-service, les autoroutes, les feux rouges dont je parlais, les panneaux indicateurs. Il y a eu des nouveaux produits, donc l'automobile elle-même, bien sûr, mais les huiles à moteur, les câblages, les essuie-glaces, les pots d'échappement, les amortisseurs, les cartes de voyage, qu'il a bien fallu inventer aussi, les guides Michelin ou les guides de voyage, mais ça au départ était fait par Michelin, et puis des nouveaux outils qu'il a fallu un petit peu derrière dans les usines, par exemple la machine transfert, qui est une machine à outils qui permet de réaliser des opérations répétitives sur la même pièce, qui a été inventée par un certain Bézier dans les usines Renault, Bézier qui a donné son nom aux fameuses courbes de Bézier qui encore aujourd'hui sont utilisées dans le design de beaucoup de projets. Oui, et puis on peut quand même signaler que les palefreniers sont morts à cause de l'automobile, les maréchals ferrants sont morts à cause de l'automobile, les cochers sont morts à cause de l'automobile. Je parle des métiers, je parle pas des gens qui les faisaient. Un impact aussi, évidemment, là on parle du début du XXe siècle, évidemment 1914, Première Guerre mondiale, un impact militaire évidemment avec l'essor de l'industrie automobile. Un impact militaire, on a dit, certains historiens comme Bruno Lefebvre disent que la Première Guerre mondiale, c'est la victoire du routier français sur le cheminot allemand. Donc deux philosophies qui s'opposent, les fameux taxis de la Marne en 14-18 qui permettent d'amener les troupes sur un front. Et donc c'est vrai que le militaire s'est emparé de l'objet automobile et d'ailleurs c'est lui qui a popularisé le camion puisque à la fin de la guerre, les stocks de l'armée ont été rachetés à très bas prix. Il y a des milliers d'hommes, de commerçants, d'agriculteurs, d'artisans, d'ouvriers qui se sont lancés dans le transport et qui sont devenus ce qu'on a appelé les artisans routiers. En revanche, le rapport de force s'inverse au début de la Seconde Guerre mondiale, puisque Hitler, le chancelier, le Führer, a l'idée de créer les fameuses autoroutes. Et là, forcément, ça lui donne un énorme avantage en matière de transport de troupes, en matière de transport de matériel. Les autobahns, très prisées des forces de l'Axe, ça permet des transports rapides et massifs, ça permet aussi de manœuvrer sur les lignes intérieures. Ça peut accessoirement servir à l'atterrissage et au décollage d'avions en cas de destruction des bases aériennes. Et donc, dès qu'il arrive au pouvoir, en 1933, Hitler encourage la construction d'autoroutes. 3 ans plus tard, en 1936, c'est 130 000 ouvriers qui s'emploient à la construction, soutenus par 270 000 ouvriers chez les sous-traitants. Et donc, l'Allemagne passe en 1935 de 108 km d'autoroute à 4 ans plus tard, en 1939, à la veille de la guerre, 3300 km d'autoroute. Donc on voit de nouveau cette appropriation de la technologie par l'armée, par les gouvernements, un petit peu comme aujourd'hui, dans certains cas, Internet sort de son idée originale et devient une arme et un outil de surveillance. Nous allons poser cette question au capitaine de police Henri Mutru. Monsieur Mutru, que pensez-vous de l'interdiction de circuler le dimanche? Eh bien, je vous dirais que des constatations se sont imposées depuis le début de la mobilisation. À savoir que depuis le 1er septembre de cette année, date du premier jour de la mobilisation, nous avons compté à Lausanne 110 accidents de la circulation, ce qui fait une moyenne de 2 par jour. Oui. Et par contre, si nous comptons le nombre d'accidents qui se sont produits le dimanche, nous arrivons au total magnifique
de 2 accidents seulement sur 8 dimanches. Oh, donc une nette amélioration. Absolument. On le voit à chaque fois qu'il y a de nouvelles technologies, de nouvelles industries, il y a des résistances qui s'organisent. C'était le cas aussi pour l'industrie automobile, Laurent Houg. C'était le cas. Alors, l'automobile était perçue comme une nuisance, ça effrayait les animaux. Les automobilistes étaient même surnommés les tueurs de poules. C'est bruyant, ça dégage une odeur nauséabonde, ça bouleverse la quiétude des piétons. On essaye de l'interdire. Alors, il y a un cas un peu connu. En 1889, il y a des riverains qui se plaignent d'un marquis italien appelé Carcano, qui ose se déplacer en 2 boutons à vapeur dans le centre-ville de Nice. Et le maire, zélé face à la protestation de ses concitoyens, crée une interdiction en 1893 contre le passage des automobiles à vapeur dans le centre-ville. Autre thème récurrent dans l'innovation, c'est l'inadéquation entre l'action du politique et la réalité. Alors en 1913, il y a le préfet du Morbihan qui écrit à un sénateur et qui signale que les infrastructures ne sont plus du tout en phase avec l'augmentation toujours croissante du roulage sur certaines parties des routes et le développement de la circulation automobile. Donc on voit qu'il y a un retard des investissements comme il y a pu avoir à notre époque dans le digital. Et il y a même des interventions régulatoires. En 1934, on a voulu protéger le rail de la concurrence des camions et donc on a voulu créer tout un tas de pénalités, de taxes et ça rappelle un petit peu ce qu'on a fait envers certains acteurs comme Uber et Amazon. Bon, évidemment, plus tard, les usages évoluent, c'est un peu les premiers signes de maturité. D'un objet luxueux, ça devient un objet de tous les jours. Pour vous donner une idée, au départ de l'automobile, en 1912 par exemple, les membres de l'Automobile Club armoricain, il y en a 155 et 20% ce sont des nobles, 20% des médecins ou des pharmaciens, il y en a 20% dont on ne connaît pas la provenance sociale, 17% c'est des négociants et des commerçants, puis il y a 4 assureurs, 3 représentants de commerce et un boulanger. Donc on voit que, un peu comme l'aviation, au début c'est réservé à une élite et puis petit à petit avec le temps ça se démocratise. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent se passer pour qu'on démocratise. Donc il faut modifier la route, modifier les courbes des virages, mettre du revêtement, la pente des voies, il faut créer un code de la route pour régler la cohabitation sur la route. Il faut faire en sorte que les gens ne se perdent pas, il faut créer des cartes, il faut flécher les routes, il faut créer le tourisme, faire un répertoire des monuments, des sites importants, il faut créer des auberges qui soient au standard des voyageurs qui quittent la ville et qui vont dans les campagnes. Et puis il y a tous les journaux qui apparaissent, l'auto fondé en 1900, le vélo qui change de titre en 1905 et qui devient le journal de l'automobile, etc., etc. Donc tout un écosystème, tout un tas de choses qui doivent se mettre en mouvement pour que l'automobile devienne un produit de masse. C'est aussi très amusant, enfin a posteriori de constater ça, Laurent Houg, c'est amusant de voir que dès que l'industrie automobile atteint la maturité, dès qu'on a fait tout l'écosystème pour que l'automobile aille bien, paf, les disrupteurs arrivent. La prochaine vague commence. Alors en France, ça s'est matérialisé par Simca, qui a été créé par Fiat et qui n'est pas un constructeur, qui est un monteur, qui s'appuyait sur un groupe étranger. Et donc ça permettait de faire des voitures à prix très très bas dans un contexte où les pouvoirs français bloquaient les prix de vente, contrôlaient la monnaie, etc. Ça rappelle EasyJet dans le transport aérien, ça rappelle Dacia, qui a été lancé par Renault, cette idée de faire des produits à bas coût. Et ces vieilles entreprises qui étaient très établis ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter à cette nouvelle donne, étaient coincés entre des lois qui étaient protectrices mais qui du coup se sont retournées contre elles parce que c'était des entreprises qui avaient du mal à être compétitives et d'un seul coup, dès qu'on a ouvert les barrières, elles se sont retrouvées un peu sans défense. Ça rappelle dans une certaine mesure ce qui s'est passé avec Swisscom en Suisse ou alors la fin du secret bancaire où certaines banques se sont retrouvées pas du tout prêtes à affronter une concurrence aussi forte. Oui, puisqu'on constate aussi avec les révolutions technologiques, c'est que comme ça marche, il y a plein d'acteurs qui se lancent, mais à partir d'un moment, tout se reconcentre de nouveau sur quelques grands acteurs facilement identifiables. C'est la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça s'est passé par étapes. Citroën a racheté Panhard en 1965, puis Maserati en 1968. Peugeot a racheté Citroën et les filiales européennes de Chrysler pour former le groupe PSA. Volkswagen a englouti Audi, Seat, Skoda. Fiat a acquis Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, etc. en 69. Donc il y a une concentration. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ou contre la voiture? C'est le thème de réflexion que tel quel vous propose ce soir. Alors la voiture aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène de société. Ou bien on l'adore, ou bien on la déteste. Rares sont ceux qui restent indifférents à l'automobile, surtout depuis que la vague écologiste l'accuse d'être à l'origine du dépérissement de nos forêts.
puis il y a aussi de plus en plus de nuisances qui sont mises sur le dos de cette nouvelle technologie dès le moment où les acteurs ont été concentrés et que l'écosystème tourne bien. Au début, l'automobile, c'est un symbole de liberté et c'est devenu complètement le contraire. Alors on s'en plaint déjà en 1933, c'est il y a 84 ans. C'est l'ingénieur des ponts et chaussées Bouteville qui travaille à la ville de Paris qui dit « Le mal n'est pas nouveau, mais il a gagné considérablement en profondeur, il s'est étendu bien au-delà des grandes villes. On a des problèmes de bouchons. » Entre 1920 et 1932, il y a plus 364% de croissance du trafic automobile à Paris, plus 727% à Lille. Alors on retrouve des chiffres assez frappant en Suisse, 2008, donc on revient à notre époque, 2008 c'est 10 000 heures de bouchons en Suisse, 2016 c'est 24 000 heures de bouchons en Suisse, et donc d'une innovation incroyable portée par des jeunes entrepreneurs, ça devient une nuisance. Oui, une nuisance qui pousse cette innovation à devenir un nouvel ennemi, carrément. Vous iriez jusque-là? C'est un nouvel ennemi, en tout cas tel quel. C'est quelque chose qu'on essaie d'enlever des villes et ça rappelle furieusement ce qu'on est en train de commencer à vivre avec nos chères industries digitales, où après avoir mis tout ça sur un piédestal en disant que c'était absolument génial et que ça n'avait que des effets positifs, on commence à parler de l'impact négatif sur la politique ou sur les jeunes des réseaux sociaux, où on observe une concentration des pouvoirs qui peut inquiéter. Et tout comme la Silicon Valley aujourd'hui, on voit qu'on commence à aimer détester les personnes du monde des nouvelles technologies. Eh bien, c'est le même chemin qu'ont fait les gens impliqués dans l'industrie automobile. Ils sont passés de innovateurs à pollueurs. Laurent Haug, entrepreneur, investisseur en technologie numérique. Merci aussi à Anne-Françoise Garçon et à Alex Osterwalder qui nous ont aidés à préparer cette séquence. Bon week-end. Bon week-end, merci.